Madame, Monsieur, bonjour. Effroi et consternation en France après les attaques terroristes, 6 ou 7 au total qui ont fait au moins 120 morts et plus de 200 blessés. Des attaques perpétrées par des kamikazes contre le Stade de France où se déroulait hier le match France-Allemagne devant près de 80 000 spectateurs, dont le président Hollande, également dans une salle de spectacle où se déroulait un concert de rock et des restaurants. Le président François Hollande a pris des mesures, notamment l'état d'urgence décrété sur tout le territoire français et la fermeture des frontières. Retour en Côte d'Ivoire, gros plan sur l'ENA, l'École nationale d'administration qui forme, vous le savez, les fonctionnaires de l'État. En 50 ans, 14 000 en sont sortis après le lancement lundi dernier des concours d'entrée session 2016. Nos reporters se sont intéressés, entre autres, à la vision nouvelle des responsables. Formatrice de 14 000 fonctionnaires depuis sa création il y a un peu plus de 50 ans, l'ENA, l'École nationale d'administration, continue de faire rêver. C'est l'école même qui m'a dit, c'est pourquoi j'ai décidé, après le bac, de venir présenter le concours. Nos administrateurs, la grande majorité vient de l'ENA et c'est une fierté pour ce pays-là. Quand tu te fais confiance, tu as les potentialités requises pour être admis, tu seras admis. Plusieurs amis qui ont tenté le concours et ça a marché. Chaque année, ce sont des dizaines de milliers de jeunes diplômés qui se bousculent aux portes de cette école d'élite. Héritier Charles Sylvanus est énarque. Il fait partie de la dernière promotion. Il a même été le major du cycle supérieur. Il bénéficie, comme les autres nouveaux énarques, de 3 mois de stage d'immersion en entreprise avant les cours théoriques prévus en janvier 2016. Une innovation à l'ENA. Disons que nous sommes à notre premier essai. Et Dieu merci, coup d'essai, coup de maître. Voilà, c'est par l'effort personnel, par l'acharnement au travail que nous sommes parvenus vraiment à tirer notre épingle du jeu. Cette année, 300 places sont disponibles pour les différents concours d'entrée à l'ENA. Les inscriptions en ligne sur le site officiel de l'école ont débuté. L'année dernière, par exemple, nous avons enregistré 22 000 candidats, tous les cycles confondus. Cette année, nous pensons qu'on pourrait aller au-delà de cet effectif, plus la moitié. L'ENA reste fidèle à sa tradition de laboratoire de la fine fleur de l'administration publique. Les différents concours seront donc sélectifs. La sélection, en fait, sciemment, parce qu'il s'agit de ceux qui vont décider pour la Côte d'Ivoire demain. Alors le choix ne doit pas se faire à la légère. On ne vient pas pour tenter de rentrer à l'ENA. On vient pour réussir le concours d'entrée à l'ENA. Et quand vous venez pour réussir, vous avez de grandes chances d'y entrer. Parce que vous l'aurez préparé conséquemment. Pour les 5 années à venir, l'École nationale d'administration vient de se doter d'un plan stratégique pour répondre aux défis du moment. La directrice générale et son équipe entendent impulser une nouvelle dynamique à l'école. L'École nationale d'administration veut rester un outil de performance au service du développement de la Côte d'Ivoire. Les candidats au concours d'entrée devront donc se doter des moyens intellectuels pour intégrer cette école prestigieuse. Voilà, c'est un reportage signé Serge Koleya. On se rend à présent à Grand-Bassam, ville historique. Grand-Bassam où s'est tenue hier la cérémonie de lancement du programme présidentiel d'électrification rurale du Sud Komoué, de l'Indenier du Ablem, du Gontougo et également du Boukani. À la clé, l'électrification d'environ 300 localités du district de la Komoué et du Zanzan d'ici à 2016. La cérémonie présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a été suivi pour vous par Hugues Hervé Blé. C'est un geste porteur de beaucoup d'espoir pour les régions du Sud Komoué, de l'Indéné du Ablin, du Gontougo et du Boukani que le Premier ministre a posé cette fin de semaine à Grand-Bassam. Ce poteau, planté par le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, est le tout premier du programme présidentiel d'électrification rurale dans ces 4 régions. Monsieur le Premier ministre, nos vaillantes populations, celles qui attendent la lumière électrique depuis de longues années, sont déjà rassurées par le lancement officiel de ces travaux. Dans le district de la Komoué, notamment dans les régions du Sud Komoué et de l'Indéné du Ablin, sur un total de 328, l'on passera de 202 localités électrifiées en 2011 à 258 à fin février 2016. Dans le district du Zanzan, donc dans les régions du Gontougo et du Boukani,
le nombre de localités électrifiées aura presque triplé, en passant de 146 en 2011 à 375 en 2016, sur un total de 1103. Le programme d'urgence d'électrification rurale dans les districts du Zanzan et de la Komoué va permettre d'améliorer de façon significative l'accès à l'électricité des 10 districts et d'offrir de nouvelles perspectives de développement au regard du fort potentiel économique, essentiellement agro-industriel et minier. Coût total du programme d'urgence d'électrification mis en œuvre, 32,3 milliards de francs CFA, dont 24 dans les Zanzan et 8,3 dans la Komoué. L'ambition du président de la République à travers le PRONER, donc le Programme national d'électrification rurale, est de fournir l'électricité de qualité à toutes les localités d'au moins 500 habitants à l'horizon 2017. La mise en œuvre de ce programme a déjà permis d'électrifier près de 1000 villages de 2013 à mai 2015, faisant passer le taux de couverture nationale de 33% à 42% et le taux d'accès à l'électricité de 74% à 78%. Le gouvernement ivoirien ne ménagera aucun effort pour satisfaire les besoins des populations, particulièrement en matière d'accès à l'électricité, facteur important de progrès et de bien-être social. Le Premier ministre ne manquera pas de le souligner. Le président de la République, Alassane Ouattara, attache du prix à l'accès des populations à l'électricité sur toute l'étendue du territoire. Plus de 380 millions de diabétiques dans le monde. En Côte d'Ivoire, ce sont environ 1500 nouveaux cas qui sont enregistrés chaque année malgré les efforts fournis pour enrayer le mal, le diabète, tueur silencieux. Et quelles sont les causes de cette maladie? Quels sont les symptômes à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie? Eh bien, nos reporters ont tenté de comprendre. Notez que la journée mondiale de lutte contre le diabète est célébrée tous les 14 novembre. De 300 cas par an dans les années 80, le nombre de diabétiques en Côte d'Ivoire est aujourd'hui multiplié par 5. En 2014, ce sont 1500 nouveaux cas qui ont été enregistrés selon le centre antidiabétique d'Abidjan. Le diabète peut endommager le cœur, les vaisseaux sanguins, les yeux, les reins et entraîner une mort prématurée. L'insuffisance ou le manque d'insuline dans l'organisme est à l'origine de la maladie. L'insuline est une hormone qui est produite par l'organisme. Mais pour simplifier, l'hormone, c'est un liquide que chaque personne produit lorsqu'il mange. Parce que lorsqu'on mange la banane, le riz, la teke, l'organisme ne le prend pas sous la forme de banane ou de teke, l'organisme le prend sous la forme de sucre. Et ce sucre-là est transporté par ce liquide-là qu'on appelle l'insuline pour aller être utilisé par votre cœur, par votre rein, par vos yeux. Si vous n'avez pas d'insuline, vous ne pouvez pas vivre. C'est donc le diabète. Un ensemble de facteurs favorise le diabète. Ils sont génétiques ou environnementaux. Les causes liées au diabète, il y a la sédentarité, ça c'est vraiment la première des choses. Le fait de ne pas pratiquer une activité physique. Ensuite, il y a l'obésité. Certains médicaments peuvent entraîner le diabète, tels que les corticoïdes qui sont utilisés par nos femmes pour se faire belles. On mange beaucoup gras, on mange beaucoup sucré. On reconnaît le diabète à travers les symptômes suivants. Le patient va pisser beaucoup, boire beaucoup d'eau. Paradoxalement, il va maigrir puisqu'il va manger beaucoup, mais il va maigrir. Vous avez cet enfant qui va se plaindre d'être un peu fatigué, de pisser beaucoup, mais on ne fait pas attention parce qu'on dit que l'enfant il pisse au lit, alors qu'il est en train de développer un diabète. Pour une santé meilleure et surtout pour éviter les complications du diabète, le respect des prescriptions et le régime alimentaire s'imposent. Enfants, adultes, tout le monde peut être touché par le diabète. Pour savoir si l'on est malade ou pas, il faut se faire dépister. Tout dépisté positif au diabète est pris en charge par les structures spécialisées. Au moins 20 blessés graves dans un accident de la circulation hier sur l'échangeur de la Riviera 2, c'est dans la commune de Cocody, un minicar communément appelé Baka, voulant éviter un bus en panne stationné sur la voie a été percuté par un camion Ben. Barakissa Bamba et Konate Moussa étaient sur les lieux. Échangeur de la Riviera 2, un minicar en épave pratiquement coupé en deux. Il est 10h30 ce matin quand voulant faire un dépassement,
Le véhicule est heurté par un camion Ben. Scène insoutenable. Aucune perte en vie humaine, mais 20 blessés graves, dont des enfants. On a vu un bus garé de la Sotra qui était en panne. Et que du coup, on a vu un Gbaga et puis un gros camion qui venait. Le chauffeur du Gbaga a remarqué que le bus était en panne. Il voulait passer devant le gros camion. En voulant dévier le bus, le gros camion l'a percuté. Aussitôt contacté par la patrouille de gendarmerie sur place, la police et le groupement des sapeurs-pompiers militaires arrivent sur les lieux pour évacuer les blessés. La première équipe qui est arrivée, un engin d'incendie, une ambulance, a constaté que c'était un carambolage qui impliquait un autobus de la Sotra, un camion Ben et un camion de transport communal appelé Gbaka. Donc dans un premier temps, ils ont pris les premières mesures pour sécuriser la zone et puis voir quels étaient les blessés, faire les bilans pour voir comment ça se passait. Encore un cas d'indiscipline au volant. Le commandant Boni Nemba interpelle les usagers de la route. Vous avez vu, ce n'est pas un beau spectacle. Il faut faire attention ensuite aux heures de pointe, aller prudemment en agglomération. Les vitesses sont connues par les conducteurs. Il faut respecter les priorités pour éviter de tels accidents. Autre facteur de l'accident, ce bus en panne, stationné selon des témoins depuis la veille. Tous les blessés ont été évacués vers les centres hospitaliers de Trècheville et de Yopougon pour une prise en charge immédiate. Retour à Djibi, village, après la décontamination totale des sites pollués par les déchets toxiques. La vie reprend petit à petit son cours dans le village. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Alakwadio Rémy, l'a confirmé. C'était vendredi dernier lors de la remise des actes définitifs des travaux de dépollution du dit village. Guillaume Zéré et Serge Collia se sont rendus sur le terrain pour faire le constat. Pour ce qui est la pollution faite par le déversement des déchets toxiques du Probo-Kuala, c'est terminé. Le problème a été résolu du point de vue écologique. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable annonçait la décontamination totale des sites dans les P1, dans les P2 et de Djibi Village. Comme les autres sites, Djibi Village a durement souffert des effets néfastes des déchets toxiques déversés en ces lieux il y a 9 ans. Aujourd'hui, le douloureux chapitre des déchets toxiques semble se refermer. La vie a repris son cours totalement. Vous allez tout autour des déchets toxiques, même au-delà, les gens ont bâti des maisons. Les gens habitent là. Une situation rendue possible grâce aux efforts conjugués de l'État de Côte d'Ivoire, d'experts locaux et occidentaux. L'intervention de Biogénie a consisté à trier les matériaux, donc à excaver l'intégralité des sols qui étaient pollués, qui étaient présents sur ces parcelles, à ségréguer en fait les sols sains des sols pollués, puis à traiter les sols pollués par une technologie que l'on appelle le biotertre dynamique, qui consiste à mettre en place les conditions optimales de reproduction des bactéries qui sont naturellement présentes dans les sols. Tout un travail qui a pu ramener la confiance dans ce village, jadis traumatisé. L'eau n'a pas été contaminée, puisque depuis lors, on continue de boire l'eau. Moi-même, j'avais fini par délocaliser mes cultures de manioc et tout ça. J'allais très loin de là, avec à l'esprit que mes tubercules pouvaient être contaminés et nous contaminer nous-mêmes. Mais aujourd'hui, les plantations sont revenues à leur place. Comme l'attestent ces propos des populations, l'atmosphère à Djibi Village s'est considérablement améliorée. Mais n'empêche qu'ici, il est difficile de passer sous silence les séquelles des déchets toxiques. À chaque fois, on sent qu'on a toujours des palpitations, des bouillonnements de ventre, les maux de tête, les migraines. D'où est-ce que cela provient? Même actuellement, on a un problème de maux de tête. Quand tu vas à l'hôpital, on te dit kyste, on te dit ceci, on te dit cela. La responsable du centre de santé du village n'a pas confirmé ces affirmations. En 11 mois de présence à Djibi Village, nous révèle-t-elle hors micro, elle n'a été confrontée à aucun cas de maladie liée aux déchets toxiques. Aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que Djibi Village renaît après la désintoxication de cette terre.
Et on reste dans le domaine de l'environnement pour évoquer cette cérémonie de remise de matériel informatique à la plateforme de partage de données informatiques et environnementales, un don d'une valeur de 42 millions de francs CFA, dont du ministre de l'Environnement qui entend ici renforcer les capacités de la structure. Un lot d'équipements informatiques composé d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables, de serveurs et de disques durs externes d'une valeur de 42 millions de francs CFA. Un don du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable à la plateforme de partage de données et d'informations environnementales. Un geste qui a bénéficié de l'appui du Fonds pour l'environnement mondial et du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il vise à renforcer les outils de veille environnementale et de prise de décision, notamment le système d'information environnementale de la zone côtière des structures bénéficiaires. Nous sommes un centre qui utilisons énormément d'images. Et ce matériel, par exemple, je viens d'avoir, entre autres, un disque dur externe de 2 Tera qui me permet quand même, en tout cas, de stocker le maximum de données. Et ça nous permet, avec les ordinateurs qu'on va avoir, d'avoir une station qui sera dédiée spécifiquement, en tout cas, aux problèmes liés à l'environnement. Pour le représentant du ministre en charge de l'environnement, ces initiatives permettront à la Côte d'Ivoire de disposer d'outils de planification stratégique pour le développement de la zone côtière. J'ai bon espoir que ces équipements seront utilisés à bon escient pour faciliter le partage de données et d'informations environnementales. C'est un projet important et qui vient s'inscrire dans une politique ambitieuse de la Côte d'Ivoire sur la gestion de ses terres, de ses forêts, de son littoral, dans un contexte d'urbanisation rapide. Plus de 50% de la population en Côte d'Ivoire vit en zone côtière et plus de 40% d'entre elles tirent leurs moyens de subsistance de l'espace côtier. Soulagement pour les habitants de Lièvre Rouge, un quartier de la commune de Yopougon. Un nouveau pont reliant Lièvre Rouge et la Cité Verte vient de leur être offert. Soulagement exprimé donc au micro de Mamadou Kouassi. Fin des calvaires pour les populations du quartier Lièvre Rouge de Yopougon. Pendant des années, ces populations ont fait de grands détours pour accéder à leur domicile. Car le pont de fortune qui reliait le quartier Lièvre Rouge à la Cité Verte, toujours dans la commune de Yopougon, s'était effondré. Ces situations avaient favorisé de nombreux désagréments. Avant, quand c'est comme ça, là, on s'en te déposer à la Cité Verte. Tu es obligé de marcher. Même quand tu dis Lièvre Rouge, là, les gens ne sont pas contents. Tu es obligé de prendre l'autre voiture pour descendre et puis supporter les bagages sur la tête. Avant, ici était la catastrophe. Les gens versaient des poubelles là. Tout ici était gâté. Aujourd'hui, cette situation constitue un vif souvenir pour les riverains, car ils disposent depuis quelques jours d'un pont moderne permettant la circulation des engins et des piétons. Un véritable soulagement pour les populations. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois la population est contente, parce qu'en fait ce pont était vraiment une intersection qui servait 2 quartiers. Donc les gens étaient donc obligés de faire le tour pour pouvoir arriver dans ce quartier-là. Et les établissements se trouvaient de l'autre côté de la rive. Les gens n'y allaient pas pratiquement. Aujourd'hui, tout le monde est content. En attendant l'ouverture officielle de cet ouvrage, les riverains, eux, circulent avec joie sur ce pont réalisé en 4 mois. En plus de l'eau, des travaux de terrassement du grand caniveau séparant les 2 quartiers sont en cours. Des travaux réalisés dans le cadre du projet de revêtement de l'avarie d'Abidjan. Une initiative du gouvernement ivoirien soutenue par l'Agence française de développement et exécutée par le PRICI, projet d'urgence et de renaissance des infrastructures en Côte d'Ivoire. Éliminatoire Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire a rencontré hier le Libéria et la Côte d'Ivoire s'en est sortie avec 1-0. Retour sur cette information avant de nous dire au revoir. Effroi et consternation en France après les attaques terroristes, 6 ou 7 au total qui ont fait au moins 120 morts et plus de 200 blessés, des attaques perpétrées par des kamikazes contre le Stade de France où se déroulait, vous le savez, hier le match France-Allemagne, également une salle de spectacle où se déroulait un concert rock et des restaurants. Le président François Hollande a pris des mesures, notamment l'état d'urgence décrété sur tout le territoire français et la fermeture des frontières. Y a-t-il encore des terroristes à Paris? La question reste posée. Les perquisitions se poursuivent. La France est en alerte. Merci de nous avoir suivis. RTI 1, la chaîne qui rassemble.